là là là. Bon, la couve est belle, la couve du livre, ouais, mais qu'est-ce que... mais est-ce une couverture de livre dont vous êtes le héros? Ben non, c'est pas une couverture de livre dont vous êtes le... Je ne suis pas d'accord. Bon, je vais quand même ouvrir ma bière parce que je l'ai mérité, hein, voilà. Une entre nous, voilà, parce qu'on est juste entre nous. Ça vaut la peine. J'espère que ça va pas faire de la mousse partout. Oh, c'était un petit peu ça. C'est quoi ce bruit de merde? C'est sérieux. Je suis déçu. Bon, je prends des risques. Je serre mon verre au-dessus de mon livre. Voilà. Dites témoin. Eh, mais c'est pas si mal, ça. Moi, j'aime bien avoir une belle mousse. Voilà. Santé à vous tous. Santé à nous. Santé tout le monde. T'as toujours une bière pour moi? Bah oui. Maturé en fût. En fût de quoi? C'était quoi déjà? On ne sait plus. Bon Dieu, ça fait du bien. Ah, une bière locale à l'écorce de saule, je rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon. Alors, bah oui, enquête des livres dont vous êtes le héros, tout le monde le sait, on en a parlé, déjà pas mal. J'ai l'impression qu'on en a plus parlé que... C'était méchant. On en a presque plus parlé que l'intéressé ou que l'éditeur. Mais voilà, enquête des livres dont vous êtes le héros, le livre est enfin dans mes mains. Il y a une version alternative qui est une version first print qui était déjà prévue, si on en croit les crédits, parce qu'elle est déjà notée dans les crédits, la couverture et tout, de la version first print, mais elle est sortie, on va dire, elle a été annoncée 2 jours avant la sortie de celui-ci, donc sympa. Et, et puis voilà, elle a une couverture donc dans le style des livres dont vous êtes le héros, quoi, avec mais vite fait, hein, franchement, vite fait, quoi, avec une autre couverture, un autre dessin. Bon, voilà. Et apparemment, il y aurait juste quoi, une petite image au début, un truc en intro, je sais plus quoi, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, un frontispice, presque envie de dire, je sais plus, enfin voilà, mais c'est tout, il y a rien de notablement différent, encore heureux d'une version à l'autre, parce que là, je l'aurais vraiment, mais super mal pris. Et donc, quelques commentaires, déjà, moi j'ai lu la première partie, le chapitre 1, voilà, qui retrace l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Exactement comme on a pu le faire dans les vidéos précédentes. Et une jaquette réversible. Ah oui, d'accord, oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une jaquette. Oui, je me semble que dans les photos, j'ai vu effectivement, il y a une jaquette, oui. Je ne suis pas un aficionados particulièrement des jaquettes. Bon, je trouve que ça s'abîme vite, ça protège peut-être le livre, mais ça s'abîme tellement que ça devient laid à force de... Enfin bon, il y a peut-être des maniaques qui arrivent vraiment à les conserver hyper bien. Euh, ok, petit commentaire sur mes impressions pour le moment, où j'en suis arrivé. Euh, Certains passages sont vraiment assez précis et apportent un éclairage nouveau sur certains aspects de l'histoire du livre dont vous êtes le héros, du livre-jeu de manière générale. Vu que c'est un auteur qui a quand même un certain background dans le domaine du jeu vidéo et il a déjà écrit un bouquin que je vous ai déjà présenté aussi qui s'appelle L'histoire du RPG, qui accorde un bon chapitre sur l'histoire du jeu de rôle et un bon chapitre sur l'histoire du livre dont vous êtes le héros déjà dedans et qui fait vraiment le lien avec l'évolution des jeux vidéo et voir comment le récit en arborescence et comment les mécanismes du jeu de rôle, tels que simplement les jets de dés, la présence de l'aléatoire dans la réussite des actions, a influencé, voire a permis de développer le RPG, le jeu vidéo de manière plus générale. C'est super intéressant comme point de vue, ça montre à quel point tous ces médias sont imbriqués, mais que probablement le livre en arborescence, le récit en arborescence, ainsi que le jeu de rôle ont vraiment un impact lourd sur le monde du jeu moderne. Ici, on va apprendre quelques détails très intéressants sur ce genre de choses. Des parutions qui sont complètement obscures, des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Ça, c'est vraiment chouette. Pour donner une petite critique, vous vous souvenez, nous, quand on a abordé l'histoire, je vous ai souvent parlé et reparlé
des années 60 et de ces essais surréalistes qu'on pouvait trouver à travers le monde. Ne serait-ce que Raymond Queneau, ça c'est pour l'exemple français, mais il y en a eu d'autres hein, dans d'autres pays. Eh bien, je trouve que ici, il en fait grosso modo, je vais pas dire l'économie parce qu'il en parle quand même un peu, mais il fait un trop gros focus sur Raymond Queneau au détriment de tous les autres. Il parle un peu de Marel de Cortázar. D'ailleurs, on le voit ici, il en montre même l'arborescence qui se trouve conseillée pour suivre le livre dans un autre sens que celui de linéaire, hein, donc, pour avoir une lecture non linéaire de la même histoire. Mais il n'en fait pas grand cas, on va dire. Et ce que je lui reprocherais, ce serait peut-être de manquer de liens, de ne pas avoir fait des liens entre la transmission d'une époque à une autre. Est-ce que certains récits en ont influencé d'autres? Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement? Parce que c'est bien de mentionner Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes, Loulipo et Un conte à votre façon, ok, mais quel est l'impact? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'ils se sont inspirés de choses qui existaient déjà, qu'ils connaissaient? Est-ce que ça a popé dans leur tête comme ça du jour au lendemain? Est-ce que voilà. C'est peut-être des questions auxquelles on a du mal à répondre. Je dis pas qu'il n'y a pas pensé. Mais en tout cas, moi, c'est le genre de questions que j'aurais bien voulu aborder si j'avais écrit un ouvrage de ce genre-là, quoi. Je me serais tout de suite posé la question de l'héritage, de la chronologie. Est-ce qu'il y a des liens entre les différentes époques et d'un récit à un autre, quoi. Est-ce que Treasure Hunt, là, est-ce que la personne qui a écrit Treasure Hunt, est-ce qu'elle connaissait Consider the Consequences? Probablement que non. J'en sais rien. Mais voilà. Et c'est peut-être quelque chose que j'attendais, voilà, mais que je n'ai pas trouvé. Maintenant, voilà, c'est pas une critique dans le sens c'est mal, quoi. Je veux dire, voilà, j'aurais aimé avoir moi ce genre d'informations, n'ayant pas accès à autant de possibilités justement d'avoir des infos que quelqu'un comme lui qui est spécialisé, qui est journaliste, qui a quand même des contacts, peut-être un réseau plus développé, des facilités à obtenir certaines informations auprès de certaines personnes. Voilà, je me suis dit, ça manque peut-être un peu d'audace dans la chronologie historique des débuts des livres dont vous êtes le héros. Alors après, pour le reste, j'ai pas lu, mais j'ai quand même feuilleté. Et là, on tombe assez d'accord avec Ems, qui a fait un long commentaire sur le sujet. Si vous allez voir sur ma page Facebook, vous allez voir, il a fait un long commentaire sur ça, pour dire que c'est peut-être un peu trop focus sur le livre dont vous êtes le héros en tant que tel, sur Gallimard et principalement sur le défi fantastique d'après lui. Voilà, ça moi j'ai pas encore pu constater, mais c'est clair que quand je lisais au pif des titres en italique, des mentions, des appels de notes ou quoi, ça tournait très 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 fort autour de Gallimard et de la collection Un livre dans les héros. Maintenant, c'est ce qu'il y a dans le titre. Donc je ne veux pas dire que l'ouvrage ment sur son sujet, certainement pas. Mais on attendait peut-être un peu plus de travail sur le reste, d'aborder la question d'un point de vue plus holistique, plus global, que de vraiment faire l'histoire simplement des livres dont vous êtes les héros. Même si, voilà, comme je dis, il y a quand même un chapitre d'une 60aine de pages qui qui fait l'histoire des livres-jeux, comme nous on l'a fait, mais j'ai l'impression que ça va manquer de lien avec ce qui va suivre. J'ai pas l'impression qu'on va nous dire qu'est-ce qu'on a repris, qu'est-ce que finalement l'héritage se situe où, quoi. Voilà. Ah, salut Yann, c'était là. Je parlais de toi justement, voilà. Tu partages mon avis à propos quoi? À propos de ce que je viens de dire là. Voilà, que ça manque peut-être de lien dans la façon dont la chronologie est abordée. Enfin. Maintenant, il y a des très bonnes choses, comme je disais, voilà, c'est vraiment très précis à certains moments. Peut-être petit regret que les sources ne soient pas aussi précises. Parfois, il mentionne le nom d'une revue, par exemple, mais il dit pas exactement qui quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. On va peut-être commencer la petite lecture, hein, parce que là, on était tellement à la bourre que, bon. Je disais donc que j'avais choisi un passage, nous sommes à la page 37,
Et je voulais vous lire un passage qui concerne les années 70. Donc, ici, on est en 71. Il fait comme ça, hein, il fait vraiment l'année, donc 1961, 1967, 1967, voilà, il met ça. Comme ici, voilà, 1967, il parle Lucky Less, Adventures of a Cat of Five Tails, hein, on en avait parlé déjà, on avait montré la couverture. Oubliez les illustrations, les couvertures, il n'y a que dalle, hein. Ça, il n'y a pas. Et après, 1967, encore en France cette fois, et là, il parle donc de Raymond Queneau encore d'une autre façon. Mais quel est le lien? Il fait vraiment année par année. Et ça, c'était pas l'approche que moi j'avais prise, hein. Vous vous souvenez, moi, quand je l'avais lu mon petit article, c'était plutôt, j'essayais quand même de relever le contexte, de parler un peu des courants qu'il y avait en psychologie, tout ça, d'essayer de faire des liens entre les différentes parutions, de voir dans quel contexte ça avait pu exister. Je trouve que ça manque. Voilà, ça manque. Le contexte, je trouve que c'est juste chronologique, mais qu'il n'y a pas de lien, que ça manque de contexte. Voilà. Donc je vous lis en 1971. Se déclarant ouvertement inspiré par Sladek et par la structure à embranchement d'Alien Territory, donc c'est un bouquin dont il a parlé plus tôt, pour resituer, on ira peut-être voir, hein, j'avais pas pensé qu'il démarrait avec ça, ça paraît peut-être un peu nébuleux. Donc un certain Charles Platt crayonne, Norman versus America, une bande dessinée publiée dans Quark numéro 4, l'anthologie de l'auteur de science-fiction Samuel R. Delany. Long de 21 pages, ce comics à choix, c'est juste un comics à choix, narre les mésaventures très 70s de son héros, Norman, citoyen anglais, cherchant gloire et fortune aux États-Unis. Tout comme les dessins, visages et corps dessinés par Platt, l'intrigue rappelle les récits de Robert Crumb. Norman va-t-il monter une entreprise de sextoys, devenir chauffeur de taxi ou finir émasculé? Ouais, moi je ne sais plus qui était Sladek, parce qu'il en a sûrement parlé avant, je suppose. Voilà, oui, Sladek, bah voilà, c'est dans un titre en plus. Moi je pense que c'est quelqu'un, non, en fait c'est un personnage. David Langford, éditeur de Maps. Alors, c'est un truc des années 60, Sladek, The Uncollected John Sladek. Le texte, en un seul exemplaire, jamais reproduit, et au début des années 2000, possession d'Ulysse Bookshop. Ah oui, ok, c'est une pièce de collection rare, en fait, qui est unique dans son genre, qui n'a pas vraiment eu d'édition au sens strict du terme. C'est une espèce de bouquin, de livre-objet avec des choix à faire, des possibilités. Voilà, c'est un truc un peu curieux. C'est une curiosité, voilà, qui apparemment s'est finalement retrouvé dans un musée. Et le Sladek, c'est un nom, c'est Uncollected John Sladek. Est-ce que le mec s'appelait John Sladek ou je ne sais plus. Mais voilà. Sladek, ça fait référence à ça, donc il y a quelque chose qui est griffonné. Donc vous voyez ici, on parle d'un truc qui est un peu nébuleux. C'est assez précis. C'est un machin que personne ne connaît et on n'en saura pas plus. On n'aura pas d'illustration pour nous montrer de quoi il s'agit. C'est très dommage. Mais ça, c'est l'éditeur. Je dis pas l'auteur n'est pas en cause. Mais franchement, là, à ce niveau-là, ça manque de visualisation pour comprendre vraiment l'enjeu de ce dont on parle et la place que ça a dans la lignée des livres-jeux qu'on ne visualise pas très bien. La même année, l'américain Denis Guerrier, drôle de nom pour l'américain, publie 4 ouvrages originaux qui approfondissent le concept de narration interactive. Lui, il choisit parfois le mot narration interactive. Parce qu'on est on était dans l'interaction avec les objets aussi, tout ça, donc il y avait ce côté interactif. En avril, State of Emergency, a Novel of Alternatives, coécrit avec John Richards, annonce à la manière de Treasure Hunt son projet directement sur la couverture. Donc un divertissement programmé, le premier roman à créer vous-même, dans lequel le lecteur dirige le cours de l'action. Certaines éditions laissent parfois à lire un exemple de paragraphe à choix sur la couverture pour préparer le lecteur au procédé utilisé. Oui, la littérature à choix à embranchement est encore loin d'être grand public. D'ailleurs, la presse littéraire de l'époque, sans doute décontenancée par l'ouvrage, le crucifie,
se moquant parfois de son aspect ludique, incapable de voir la nouveauté, l'originalité du procédé, ou questionnant le concept même du projet de guerrier. Comme Clarius Bex, euh, dans le Tribune Magazine, pour être parfaitement raisonnable, je dois admettre que tout ce qui se rapproche d'un véritable roman à faire soi-même serait probablement une impossibilité physique. Si chaque décision devait évoluer vers une intrigue totalement différente, entraîner des résultats différents, les intrigues devraient se multiplier selon une progression géométrique. L'original, puis 3, puis 9, puis 27, puis 81. Une douzaine de décisions critiques avec une délimitation des résultats de chacune d'entre elles nécessiterait un bâtiment entier de bibliothèques pour les accueillir. Là, c'est la citation d'un critique de l'époque. L'auteur reprend une bibliothèque de Babel, alors comme celle qu'imagina Borges, qui fait allusion quand même à Borges. Cependant, dans sa critique, Bacchès souligne l'impossibilité du livre-jeu et ses limites, celles d'un ouvrage borné par sa taille, par le nombre de ses pages, et Bacchès a parfaitement raison, le lecteur-joueur n'est pas libre, mais s'inscrit volontairement dans une série d'embranchements préétablis par l'auteur. Dans State of Emergency, le lecteur incarne le conseiller du Premier ministre d'un pays africain imaginaire, le Lakoto. Après avoir compulsé divers documents placés en fin d'ouvrage, celui-ci doit orienter la marche de son commanditaire. En octobre de cette année-là, sans doute suite à un succès en librairie, Guerrier, accompagné de co-auteurs, sans doute des rédacteurs pour affiner sa prose, fait publier chez Panther 3 autres ouvrages relevant du même genre. Sleep and the City, Trembles, Solo Notes and Crosses et Solo Boxes. Si le premier renvoie à State of Emergency, dans sa structure, louvoyant en direction du roman d'espionnage, les 2 suivants tiennent du livre-jeu interactif où le lecteur tente de battre l'auteur, le livre, au morpion, un choix correspondant à une page, ou à un jeu de petits carrés, ou pipo-pipette, où chaque joueur doit former plus de carrés que son adversaire. Chaque mouvement renvoie, là encore, à un schéma numéroté. Denis Guerrier lui-même n'est connu que par les présentations officielles dans son ouvrage, reprises par les journaux et les critiques. Citation. À l'exception de 5 années passées dans l'armée, Denis Guerrier a été fonctionnaire dans la majeure partie de sa vie. Depuis sa naissance, il souffre d'insomnie chronique. Il a commencé à s'intéresser à l'apprentissage programmé en 1963 et l'année suivante, il a été chargé d'une équipe de recherche sur l'apprentissage programmé dans son propre ministère. Il est devenu l'un des pionniers de l'application de ces techniques à l'enseignement des tâches de bureau et donne aujourd'hui des conférences sur ce sujet dans la fonction publique et auprès d'organisations, dont le British Institute of Management. Pour s'amuser durant ses insomnies et se détendre dans son travail, il a commencé à expérimenter la technique pour divertir plutôt qu'enseigner. Fin de citation. Je ne sais pas de qui est cité. Son inspiration, Guerrier l'attire notamment des tutor textes. On l'avait vu aussi, ça, les tutor textes. Une méthode d'enseignement publiée dès 1958 par Doubleday aux États-Unis et English University Press en Angleterre, portant sur de nombreux sujets, la programmation, les échecs, l'œuvre de Shakespeare. Ces ouvrages exigeaient du collégien ou lycéen qu'ils répondent à des questions posées selon le principe du QCM, chaque réponse renvoyant à un chapitre plus lointain du livret. Les tutors textes, une autre racine qui a permis la création des livres-jeux, point d'interrogation. Oui, sans aucun doute. Je trouve plus ou moins maladroit de l'avoir amené comme ça, parce qu'il en parle là, 1958, tutor texte, il le cite que ici, il va pas en parler dans sa chronologie avant 61. Il va pas le mettre. Il va pas dire 1958 tutor texte et expliquer le contexte de tutor texte. Ça non. Donc ça, je trouve ça dommage. 72, nouveau paragraphe. C'est un peu confus, mais oui, c'est confus, Ems. Je trouve que c'est... À m'y replonger, je m'étais pas rendu compte à quel point ce passage était confus, parce que j'ai du mal moi-même à comprendre. Pourtant, je l'ai lu, hein. J'ai lu, ça m'a pas choqué autant quand je l'ai lu, peut-être que j'étais dans le mouvement, dans la lecture suivie et que je passais outre. Mais il est clair que ce passage est un peu confus. Voilà, un peu confus. Mais ça manque, je trouve, d'explications physiques, d'illustrations, pour pouvoir comprendre, visualiser vraiment ce dont il parle, parce que c'est quand même des concepts qui restent abstraits, même pour nous les passionnés, les connaisseurs. Ben, parler d'interactivité, d'embranchement d'époques révolues, ben, finalement, on n'a peut-être pas du tout la même vision des choses, et on ne sait peut-être pas exactement de quoi il retourne, en fait.
Il y a une bibliographie en fin de livre pour se retrouver dans toute la chronologie de livres-jeux cités. Alors, ça, c'est un autre grand regret aussi, c'est qu'il y a une bibliographie à la fin. Effectivement, sa bibliographie de recherche. Ames trouvait qu'elle était trop anglophone, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'il a pas, bon, en même temps, il maîtrise peut-être pas toutes les langues du monde non plus, quoi. Bon, mais voilà, les articles, les magazines, voilà. Après, il y a pas, ça manque effectivement d'une bibliographie des ouvrages consultés, parce que ces ouvrages consultés, pour moi, font partie intégrante de ces sources et devraient figurer dans ces sources. Pour moi, ça c'est une erreur scientifique. Ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est une faute scientifique de ne pas avoir donné les sources précises des ouvrages qu'il a consultés. Mais voilà, je suis peut-être sévère en disant ça, mais moi je l'interprète un peu comme ça. Et donc fatalement, non, on ne s'y retrouvera pas. Et il n'y a pas d'index non plus. Il n'y a pas d'index. Ça c'est caractéristique de la littérature française de manière très générale, hein. Dans le monde du jeu, les index, c'est la croix et la bannière, hein. 1972, les Tracker Books. Ça, vous vous souvenez, les Tracker Books, on avait vu aussi un petit peu, c'était des petits livres un peu presque format carré, comme ça, avec une illustration d'un côté et des choix de l'autre. Un peu comme le Treasure Hunt, justement. Donc les Tracker Books suivent le chemin défriché par Guerrier, avec State of Emergency. Publié par Transworld en Angleterre, il s'agit de la toute première série de livres-jeux liés par une même charte graphique. 80 pages, 40 paragraphes, le tout sous un format paysage plutôt que portrait. Ouais, je sais pas. Chaque double page, parce que c'est des doubles pages, forcément quand tu as deux carrés, tu as, un format paysage rectangulaire, ouais. Décrivant une situation accolée à une illustration à la manière de Treasure Hunt. 12 titres abordant des thèmes aussi variés que la SF, puis cite des titres le sport, le policier, voilà, sortiront durant les années 70 avant que la franchise soit oubliée de tous, dépassée par une autre américaine, celle-là. Ouais. Donc, après 72, ça vagabonde. Globalement, le plan est flou. On va dire que c'est dans l'esprit, mais ça rend complexe le fil. Bah oui, ouais, bah t'es d'accord avec moi pour les sources, ça t'a manqué. Bah oui. Retour en 69. Donc là, il quitte 72, il repart en 69 aux États-Unis. Bah oui, il est obligé, parce qu'il va parler d'Edward Packard. Je trouve qu'il là, il va se mettre lui-même un piège, mais on va y revenir. Je pense que je vais passer dessus. Retour en 69 aux États-Unis. Edward Packard est avocat depuis une vingtaine d'années. Grady Hendrix rapporte ses propos. On ne sait pas qui est Grady Hendrix. Je ne me suis jamais senti vraiment passionné par cette profession. J'ai été avocat pour RCA Records pendant un certain temps. Puis j'ai créé mon propre cabinet. Mon oncle était professeur de droit et mon frère était avocat. Alors je me suis orienté dans ce domaine. Le soir, délaissant le sérieux de sa profession, il lit, compte, propose à ses enfants plusieurs fins possibles à ses histoires. On l'avait vu, ça, Edward Packard, initialement, il avait écrit ses histoires pour ses enfants. Et l'idée émerge, celle d'un récit à choix avec plusieurs embranchements. Mais malgré le démarchage de l'agence William Morris, les éditeurs refusent devant le projet. Il a fait appel à une agence, apparemment, aux États-Unis, peut-être qu'ils ont plus d'infrastructures, peut-être dans le monde de l'édition et de l'écriture. J'avais écrit quelques histoires pour enfants que je n'avais pas réussi à vendre, dit-il. Et je n'ai pas réussi non plus à faire publier mon premier livre, entre parenthèses interactif, Sugarcane Island, qui a fini dans le tiroir du bureau. Et puis, coup de chance, j'étais dans le Vermont quelques années plus tard et j'ai vu un article dans un magazine Vermont Life sur une petite maison d'édition qui cherchait des histoires et de la littérature pour enfants. Et j'ai ainsi trouvé mon premier éditeur, Vermont Crossroad Press, copropriété de Ray Montgomery, édite Sugarcane Island en 1976. Mais ce n'est pas une première pour Montgomery, et là, ça va devenir intéressant. Tout ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il faisait déjà chez ce gars, ce Montgomery? Les jeux de rôle et les embranchements narratifs n'ont rien d'une nouveauté saugrenue pour lui. Ça justifie pourquoi, lui, il s'est lancé dans la publication. Et ça remet légèrement en question cette idée que j'avais que peut-être le jeu de rôle, bah, ça reste, les deux sont vrais probablement, hein, que le jeu de rôle avait donné le coup de boost au credo que les éditeurs pouvaient octroyer à ce genre de publication. Mais ici, on va amener un élément supplémentaire. Donc, les jeux de rôle et les embranchements narratifs n'ont rien d'une nouveauté saugrenue pour lui, sous l'influence de l'ouvrage Serious Games, 1970,
de Clark C. Apt, il crée déjà des 6000 jeux de rôle d'entreprise. Donc on ne saura pas ce qu'est Serious Games de Clark C. Apt, hein, mais on sait qu'il s'en est inspiré pour créer des jeux de rôle d'entreprise, le Montgomery. Sérieux, il précise que ce sont des jeux de rôle sérieux, voilà, que ce pas des jeux pour jouer, c'est des jeux pour s'immerger dans le monde de l'entreprise. Depuis le début des années 70, tout en suivant d'un œil curieux l'émergence de Donjons et Dragons, très logiquement, il voit dans Sugarcane Island une sorte de jeu de rôle sous forme de livre. Sur le site de Grady Hendrix, on peut lire ces mots issus de son interview de Ray Montgomery. J'ai travaillé pour une société de conseil à Cambridge, dans le Massachusetts, Apt Associates, qui a été fondée par Clark Apt, hein, professeur au MIT. Je ne sais pas ce qu'est le MIT. Il a été un des pionniers des jeux de simulation de rôle dans lesquels un rôle est conçu pour vous. Dans ces jeux, il y avait 20, 30, 40 personnes différentes avec des rôles spécifiques. L'objectif était explicité, mais pas la manière d'y parvenir. Vous aviez donc un rôle à jouer et un objectif pour le jeu, puis vous aviez des questions de 15 ou 20 minutes axées sur les tâches où vous vous réunissiez et simuliez le monde réel. Montgomery croit tellement dans le concept de Packard qu'il publie Sugarcane Island, concevant même une collection spécialement à cet effet, Adventure of You, hein, on le sait, les aventures de vous, était-ce nécessaire de le préciser en parenthèse, je ne crois pas. Mon intention, explique Packard, était d'essayer de faire que ces livres ressemblent le plus possible à la vie réelle en ce qui concerne les conséquences de vos choix. Dans la réalité, généralement, si vous prenez une décision sensée, vous vous en sortez mieux que si vous en prenez une idiote. Je ne voulais pas que ce soit une loterie, mais je ne voulais pas non plus que ce soit didactique. De sorte que si vous faites toujours ce qui est bon et intelligent, vous réussissez toujours. J'ai essayé d'équilibrer les choses de cette façon. Fin de citation. Et, parenthèse, ben voilà. Ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'avant même Donjons et Dragons, il y avait un éditeur, donc Vermont Crossroad Press, qui éditait déjà, qui créait même apparemment, il éditait et il créait des jeux de rôle pour les entreprises. Le jeu de rôle en entreprise préexiste le jeu de rôle ludique. Bon, on savait déjà que le jeu de rôle de Moreno, hein, l'outil de thérapie, de psychothérapie, qui consiste à faire en sorte qu'au sein d'une même famille, on va échanger les rôles, le père va jouer le rôle du fils, etc. Et on inverse comme ça, et ça permet de mettre de mettre en avant les traits de caractère et de voir un peu comment les uns se perçoivent, enfin les uns et les autres se perçoivent, hein, et de faire émerger la discussion autour de ça. C'est un truc des années 30, hein, ça. Hein, ça, c'est un truc des années 30. Donc, pas étonnant, intéressant de l'apprendre, mais pas surpris outre mesure que c'était le cas. Maintenant, on n'avait jamais mis le doigt dessus avant. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant lui. Et c'est intéressant, précisément dans le domaine du livre-jeu, de savoir que l'éditeur chez qui Sugarcane Island a été édité, donc ce qu'on considère de manière très générale comme quand même le premier livre-jeu ludique qui a lancé le concept de manière pérenne, on va le dire comme ça, finalement, il a trouvé son éditeur. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il y avait Donjons et Dragons qui était encourageant, mais parce que l'éditeur en question s'y connaissait déjà dans ce concept. Parce qu'il il a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui savait de quoi on lui causait, qui connaissait ce principe d'interactivité entre un bout de papier et la personne qui va l'utiliser, et comment on pouvait sortir du texte pour se l'approprier autrement et pour créer une histoire avec. Super intéressant de le savoir. Ah bah salut Danou, à la prochaine et bon appétit. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce détail-là, rien que pour ce genre de détail, ce livre vaut la peine d'être lu. Maintenant, il faut passer outre les irrégularités et le manque d'illustration, qui ça pour moi est très dommage. Mais ça, il faut faire la remarque à l'éditeur, quoi. Il aurait pu faire un effort. Mais bon. Vous pouvez avoir des illustrations en noir et blanc, on n'était pas obligé d'avoir du full color. Hein. Plutôt que d'avoir à la fin des planches couleurs avec des choix de couverture, on ne peut plus... je veux pas dire douteux, mais clairement, on ne sait pas pourquoi il a choisi ça et pas autre chose. Moi, je m'en fous, moi, de ces planches couleurs. Moi, j'aurais préféré avoir des dessins en noir et, des photos en noir et blanc de ce dont on parle ici, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça raconte encore? Donc là, il est 8 heures, mais comme j'avais dit, j'ai démarré en retard, donc on est tranquille aujourd'hui. De toute façon, Sam m'a dit qu'il avait un truc au boulot et qu'il serait sûrement un petit peu en retard, qu'il arriverait peut-être pas tout de suite. Donc, on est tranquille, aujourd'hui, on est tranquille, on se presse pas. Ah, on est cool. Je continue ma petite lecture. Ouais, je vais quand même boire un coup parce que là, j'ai soif. Allez, on y retourne. Où est-ce que j'en étais? Donc, on parle toujours de Edward Packard. Et il continue dans cette voie avec les ouvrages suivants. Deadwood City, Third Planet from Altair, je sais pas comment on doit le dire, enfin soit, qu'il publie chez Lippincott, inconnu au bataillon. Si ces livres sont estampillés d'un Choose Your Own Adventure, intéressant, Lippincott oublie d'enregistrer légalement la marque et s'en mordra les doigts pendant des années, fatalement. En effet, de son côté, Montgomery récupérera la marque The Adventure of You. Donc Montgomery n'a pas édité, c'est bizarre, il n'a pas édité tout de suite les autres. C'est curieux. Il a fait après. On propose le concept à l'éditeur Bantam. Donc après, il va changer, je crois il va céder peut-être les droits ou quoi à Bantam. Qui commande aussitôt 6 livres dans cette même veine et renomme officiellement et juridiquement la dite collection Adventures of You devient Children Adventure. Voilà. Bientôt la 4e série de livres pour enfants la plus vendue au monde, avec 260 millions d'exemplaires et 230 titres traduits en plus de 40 langues. Et ici, des titres. Pardon. Les raisons de ce succès se dénichent aisément à la lecture du prototype devenu modèle à suivre. Sugarcane Island. Si Webster et Hopkins invitent. Donc Webster et Hopkins, c'est Consider the Consequences, hein, 1930. Donc si ces deux autrices-là invitent à céder, invitent à décider des destins d'Hélène, c'était le personnage de leur histoire, et de ses amoureux instinctivement dans Consider the Consequences. Donc je relis ma phrase parce que vous avez sûrement rien compris. Donc si Webster et Hopkins invitent à décider des destins d'Hélène et de ses amoureux instinctivement dans Consider the Consequences, la phrase aurait pu être contournée, Packard, lui, avertit ses jeunes lecteurs des nombreux dangers à venir. Réfléchissez avant d'agir, une erreur pourrait être là derrière, sur Sugarcane Island. Fini les errances insouciantes dans la campagne anglaise de Treasure Hunt. Oubliez les tourments romantiques de Consider the Consequences. Vous qui est un autre, vit de véritables aventures et peut trépasser Sugarcane Island est de fait le premier livre-jeu à placer le lecteur dans la peau de l'avatar, à s'adresser constamment et directement à lui. Vous êtes le héros. Je sais pas, il faudrait revoir le chat là, le chat, le chat à 9 vies là, ou je sais plus quoi, lui qui laisse. Narré à la troisième personne. Oui, ça, il met que c'est narré à la troisième personne. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a le vous est dominant ici et que ça, voilà, ça tranche complètement avec le reste. Maintenant, j'aurais bien voulu savoir si Edward Packard connaissait Treasure Hunt, par exemple. S'il l'avait lu, si ça avait eu une quelconque influence sur lui ou pas. Ça, j'aurais vraiment aimé le savoir. Parce que c'est pas dit, hein. C'est le genre de concept qui peut naître dans la tête de quelqu'un. Voilà, Raymond Queneau, on l'a vu, ce truc-là, il a sucé de son pouce, mais total, quoi. Je suis sûr que Raymond Queneau n'a jamais lu Treasure Hunt. J'affirme des choses, j'en sais rien, mais bon, voilà, quoi. Alors, donc, fini les avances insouciantes dans les comme ça, on a vu. Ce vous qui est un autre vit de véritables aventures et peut trépasser. Trépasser, ouais. Sugarcane Island est, de fait, le premier livre-jeu à placer le lecteur dans la peau de l'avatar. Il faudrait voir, Sugarcane Island, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'on peut crever vraiment? Est-ce qu'on crève dans ces bouquins-là? Je sais plus. Donc voilà, on s'adresse à lui, etc. D'ailleurs, par choix, les Children Adventure ne décrivent ou ne nomment jamais l'avatar, offrant à tous les lecteurs la possibilité de s'y identifier. Dès le départ, expliquait Montgomery en 2011, nous voulions
que les livres Choose Your Own Adventure ne soient pas spécifiques à un genre. Nous voulions que les filles et les garçons se sentent pleinement impliqués dans l'histoire. C'était une décision consciente. Les scénarios ont pour but de responsabiliser les gens en leur disant qu'ils sont des alpinistes de classe mondiale ou de jeunes médecins en Amazonie, qui sont archéologues, qui sont journalistes, qui sont pilotes d'avion, une variété de professions vraiment passionnantes qui, parce qu'il n'y a pas de genre, dit aux filles vous pouvez être tout ce que vous voulez, et dit aux garçons vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous aussi. Ok. Donc, ouais, c'est ça, l'impact 76, Sugar Cane Island est enfin édité. L'impact, c'est ça, c'est ce choix de faire d'un personnage un avatar, de le rendre neutre, aussi bien fille que garçon, pour qu'on puisse s'identifier pleinement, et tandis que Lucky Les, Treasure Hunt, ça faudrait vérifier, parce que j'ai pas l'info, j'ai pas regardé, je pourrais avoir l'info ça, mais j'ai pas regardé, et Consider Consequences, le personnage est nommé, on a Hélène dans Consider the Consequences, et on a Lucky Les, le chat, quoi. On a commencé avec la troisième personne, on pourrait dire ça comme ça. Puis on est resté sur le vous. On est revenu timidement à la troisième personne, il y a eu des essais comme ça. Hein. Louardan, je pense, Louardan est parlé à la troisième personne, si j'ai bonne mémoire. Alors, Montgomery pousse la réflexion de ce vous, you, qui est facteur d'immersion, mot phalange, dit-il l'auteur, qui agrippe le lecteur en optant pour des dessins vus à la première personne, au contraire d'un Treasure Hunt qui mettait en scène ces deux héros marionnettes, comme il les nomme, vus de dos. C'est vrai qu'on les voit sur les illustrations, on les voit de dos. Sur chacune des illustrations. C'est vrai qu'ils sont illustrés, les héros. Si vous vous y connaissez en cinéma, citation, vous devez avoir entendu parler de la technique de la caméra subjective. Je crois que c'est Montgomery qui parle. Dans laquelle le film est dépeint à travers les yeux du héros du film, sans que vous voyez jamais le héros du film. Comme dans l'introduction troublante de Halloween de John Carpenter, d'une certaine façon. On continue la citation. C'est essentiellement ce que nous faisons avec nos illustrations. Nous demandons à l'artiste de toujours adopter une approche de type caméra subjective à travers les yeux de l'illustrateur qui regarde la scène. De temps en temps, nous montrons une épaule, une tête, l'arrière de la tête ou des doigts pointés, mais nous représentons rarement une vue complète du visage. Ou si nous le faisons, ce n'est pas en fonction du genre. Elle peut être interprétée dans les deux sens. Donc là, on a ce lien entre le texte et l'image, et on voit à quel point... salut Ems, merci d'être passé. On voit à quel point cette imbrication de l'illustration et du texte sont importants dans la définition du concept du livre-jeu tel qu'on l'entend aujourd'hui, du livre dont vous êtes le héros. Hein. Donc ça peut permettre de créer des catégories, d'inclure, d'exclure, en fonction de est-ce qu'on est immergé, est-ce que le personnage est rendu neutre, est-ce que l'illustration fait en sorte de refléter cette neutralité. Bien que par la suite, et ça manquera probablement dans l'analyse, par la suite, la littérature va évoluer et on va revenir à certaines choses, on va jouer avec ça, on va jouer avec le personnage, on va revenir avec Loup Solitaire, c'est pas un personnage qui est neutre, Loup Solitaire, il est nommé. C'est Loup Solitaire, il est même illustré dans les couvertures, donc ok, ça marche pour le début, mais après ça évolue. Ah bah salut Sam. Oui, je suis en retard, je sais, je sais. Je termine ma page et comme ça on sera au bout de mon idée. Ian Livingstone et Steve Jackson, co-créateurs de Fighting Fantasy, suivront la même stratégie pour les illustrations intérieures de leurs ouvrages. Il dit ça, mais est-ce qu'ils l'ont fait parce que un autre l'avait déjà fait avant eux? L'info manque. Oui, mais un récit à embranchement, c'est aussi une carte, un réseau de situations, moments et lieux liés les uns aux autres. Personnellement, explique Montgomery, j'esquisse une carte et j'essaye de faire en sorte que l'histoire corresponde à la carte au fur et à mesure que j'écris. Cela ne semble pas poser de problème. D'autres auteurs dessinent la carte au fur et à mesure de leur progression. Pour eux, c'est l'histoire qui dicte la carte, et non l'inverse. D'ailleurs, à leur tout début, les Choose Your Own Adventure ne proposent que des intrigues sommaires, simplistes, comme dans Sugar Cane Island. Suite de rencontres uniquement liées par leur présence dans une même île. Au début de Choose Your Own Adventure,
Nous, quand je dis nous, je veux dire moi-même et les autres auteurs. Donc c'est encore une fois une citation, hein. C'est difficile de vous faire passer qu'il y a une citation probablement de Montgomery qui se dit. Donc nous avions beaucoup plus de fins, ça c'est intéressant, nous avons un peu plus de fins que plus tard dans la série. Nous avons proposé jusqu'à 30 ou 40 fins, paragraphes de fin, dans les 10-15 premiers titres. Nous brûlions les intrigues comme des fous avec toutes ces fins différentes. Ah ben ça c'est pas Carte qui parle alors sûrement ici. Ouais. Nous brûlions les intrigues comme des fous, voilà, et c'était amusant, mais il ne fallait que 6 ou 7 pages pour arriver à une fin. Il n'y avait pas beaucoup de place pour le développement des personnages ou de l'intrigue, ou pour toutes les phases descriptives dont on a besoin pour construire une scène. Expérience de ces auteurs et éditeurs est dans l'affranchie... Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Expérience de ces auteurs et éditeurs est dans, virgule, la franchise apprend à apprendre son temps, virgule, allongeant ses paragraphes, virgule, tissant méticuleusement autour de ces situations. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est... Je supporte pas qu'on écrit comme ça. Je ne peux donc parler que pour moi, reprend Montgomery, mais de mon point de vue, au fur et à mesure que la série évoluait, j'ai décidé d'avoir moins de fins et plus de paragraphes pour y parvenir. Plus de pages entre les choix afin de pouvoir développer une intrigue, un personnage et un décor. Cela a-t-il été un succès? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de gens ont préféré l'approche consistant à avoir beaucoup plus de fins et des moyens plus courts et directs d'y parvenir. Serait-ce ce qui différenciait les Américains des Anglais dans leur approche du livre-jeu? C'est une piste. Mais il y a aussi des gens qui ont trouvé fascinant ce développement des intrigues et des personnages. Au point d'aider les jeunes, donc ça on quitte la citation, au point d'aider les jeunes joueurs à passer vers une littérature plus guidée, sans aucun choix, point d'interrogation. Et le corps enseignant et les bibliothécaires, comment voit-il alors l'aurait des années 80 l'émergence de ce mouvement, de cette tendance principalement américano-centrée? Il y a eu un peu de réticence, on a encore une citation dont on ne sait pas qui, il y a eu un peu de réticence au tout début, mais en général les bibliothécaires ont été très positifs et ont accepté Choose Your Own Adventure dès le début, tant les bibliothécaires publics que ceux des écoles publiques. Le New York Times Book Review a récemment déclaré, donc en 2011, récemment, que Choose Your Own Adventure était un mouvement littéraire. Les bibliothécaires ont apprécié car les enfants venaient et lisaient. Le plus important est de faire lire les gens, ce n'est pas le format. Ce n'est même pas l'écriture, c'est la lecture. Et la lecture, c'est produite parce que les enfants ont été mis à la place du pilote. Ils étaient l'alpiniste, le médecin, l'explorateur des profondeurs. Ils ont fait des choix, et donc, ils ont lu. Et il n'y a rien qui fasse plus plaisir à un bibliothécaire ou à un enseignant que de voir des enfants s'enthousiasmer pour la lecture. Cependant, s'ils s'immergent dans un autre monde, on quitte la citation, les Choose Your Own Adventure, comme la plupart des essais précédents, ne sont que des labyrinthes de mots, déroulés, de rencontres, de situations, des road trips sans système ni chiffres ou jet de dés pour réguler chaque moment de l'aventure. L'amour est parfois au bout d'un chemin, d'un ensemble de choix malheureux, mais toujours dicté par l'auteur. Il faut un autre événement pour que tout change et se transforme. Un chamboulement, et là, 74 Donjons et Dragons. Ok. Ok, je suis passé en retard. 20h15, ça va. Ça va. Mais voilà, j'en ai fini, moi, pour cet extrait. Je vais remettre le marque-page où j'étais réellement dans ma lecture, à savoir page 51. Je vous en redonnerai des nouvelles. Si j'estime qu'il y a nécessité de refaire un stream sur un extrait, je n'hésiterai pas à vous le faire partager. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vais remettre un petit peu mon clavier, histoire qu'il n'y ait pas du vide en dessous. J'espère que ce fut agréable. N'hésitez pas à débriefer, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire des réflexions au pif. On a eu quelques échanges là, avec James sur le sujet. N'hésitez pas, que de citations, mais c'est bien d'avoir les points de vue des acteurs de l'époque. C'est très bien. Ce que je me rends compte en lisant, ce dont je me rends compte, c'est qu'on ne sait pas qui parle la plupart du temps quand on lit une citation. Quand on lit tranquillement l'ouvrage, qu'on est là et qu'on est dans le contexte, on sait qu'on parle de Montgomery, on sait qu'on parle de Packard, éventuellement on s'y retrouve, on devine, mais c'est le problème, on devine. On devrait être sûr de qui parle. Et ça, c'est pas toujours noté. Et ça, j'oserais encore parler d'une faute. C'est quand même une faute, quoi, de pas dire toujours qui parle, même si dans le contexte ça paraît évident.
on doit pas se contenter d'une évidence en sensation, quoi. On doit être sûr de pouvoir sourcer, de dire qui a parlé, qui a dit quoi. Détail, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Moins que sa petite poitrine qui se baladait. Ah oui, ça c'est une citation de... Ça t'a marqué, la petite poitrine qui se baladait? Citation d'Emmanuel Aquin, n'est-ce pas, l'Inalimen? Lecture hâtive de la séance dernière, lors de la petite intro sur la littérature dont vous êtes le héros érotique. Eh bien, comme je le disais, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas, Jules, si ça t'a incité finalement à te procurer l'ouvrage ou quoi. Moi, je ne saurais que te recommander de l'avoir parce que finalement, c'est le seul ouvrage du genre qui fait vraiment le point avec les connaissances actuelles, qui omet pas mal de choses. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'imagine qu'il a dû choisir. Peut-être qu'il avait envie de parler d'autres choses et qu'il s'est dit, bah non, finalement, je vais charcuter. Il a peut-être pas toujours charcuté au bon endroit. Ça, c'est une question de point de vue. Voilà, moi, je reste sur mes histoires sur les années 60 et quoi. Ça aurait pu être mieux fait. Maintenant, il y a quand même des éléments qui sont intéressants, mais comme je dis, voilà, ça manque de lien, ça manque de pont entre les différents éléments qui sont amenés chronologiquement parlant, mais ça amène des connaissances inédites, en tout cas inédites pour ceux qui ne passent pas leur vie à compiler les infos, à aller chercher tout ce qui existe comme dans le domaine. Hein, bon, euh, ça amène quand même des infos inédites sur certains passages, sur certains moments charnières de l'histoire du livre-jeu. Ça aide à mieux comprendre dans quel contexte ludique le jeu, le livre-jeu est venu au monde. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça aurait pu être encore mieux contextualisé. Mais je vous invite aussi, pour ceux qui se passionnent pour ça, à vous procurer l'histoire du RPG, du même auteur, qui consacre un bon gros chapitre sur les livres-jeux et qui aborde la question sous un autre aspect. Sous un autre aspect que celui-ci, et qui renvoie au livre, enfin aux jeux vidéo, et qui est complémentaire de ce qui est noté ici. À mon avis, il a fait l'économie de certaines choses pour ne pas faire une redite d'un bouquin à l'autre. Mais il y a des choses qui peuvent compléter l'information. Voilà. Moi, je vous inviterai à croiser les travaux. Alors, il faudra inviter Raphaël Lucas. Mais oui, écoute, c'est en cours de tentative. Je dois le relancer, parce que je l'avais invité une première fois. Il m'avait dit, il y a sûrement moyen, mais là, pour le moment, je suis full, donc rappelle-moi plus tard. Grosso modo, je résume. Je lui ai dit, écoute, voilà, vu que le livre va bientôt sortir, et je vais d'abord le lire avant de te rappeler. Et puis on fera ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je ne peux pas vous faire une promesse en son nom, mais ce que je vous dis, c'est que moi, dès que j'ai fini le bouquin, hein, dès que j'ai fini son bouquin, je le relance, ou même je suis proche de la fin, quoi, parce que ma vitesse de lecture pour le moment elle est un peu lente, mais si je suis proche de la fin, que je sens que je vais bientôt le terminer, je le relance, je lui dis, écoute, voilà, on se met une date, est-ce que ça te dit, est-ce que tu es libre à ce moment-là? Et là, promis, juré, craché, je vous tiens au courant, pas la demi-heure avant, mais dès que j'ai l'info, dès que je sais qu'on va faire un truc, je vous le lâche. Voilà, dès que c'est acté, je vous le balance. Voilà, je tiens pas le secret dans ma manche, voilà. Mais j'essaye. Comme je vous le dis, je peux pas vous le promettre tout simplement parce que je parle pas au nom des autres, mais la discussion a déjà été amorcée. Donc, je vous le dis. Voilà.